Bonjour à tous et à toutes qui se joignent à nous pour le webinaire d'aujourd'hui, Living Without Violence, portrait d'un programme novateur d'intervention à distance auprès des auteurs de violences conjugales, qui est présenté dans le cadre de la série des webinaires du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes de Vitam, le centre de recherche en santé durable, et qui est organisé aujourd'hui conjointement avec l'équipe de recherche en violence conjugale du Centre de recherche appliquée et interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles, RIVE. Donc, cette activité gratuite est offerte dans le cadre de la mission universitaire du CIUS de la capitale nationale et grâce au soutien de son service du transfert de connaissances et du rayonnement. Alors, avant de débuter, quelques mots sur le fonctionnement de l'activité. Donc, sachez que les micros et caméras des participants demeureront fermés tout au long du webinaire et qu'il y aura une période d'échange à la fin de la présentation où vous pourrez poser vos questions dans le clavardage ou de vive voix. Donc, le webinaire est enregistré, sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. Le lien vers l'enregistrement et le PowerPoint vous seront envoyés par courriel. Finalement, afin d'obtenir votre attestation de participation, vous devez remplir l'évaluation du webinaire via un formulaire en ligne et que nous partagerons à la fin de la présentation dans l'onglet Conversation et qui sera également disponible dans Teams dans l'onglet Conversation. Alors, écoutez, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir 3 conférenciers. D'abord, Valérie Roy, qui est professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université de Laval et qui sera accompagnée de Normand Brodeur, qui est professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université de Laval, ainsi que Jeanne Essed, étudiante à la maîtrise à l'École de travail social et de criminologie de l'Université de Laval. Alors, sans plus tarder, je vous laisserai la parole pour le webinaire. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce midi pour vous présenter les résultats de notre projet qui était en 2 phases, le modèle logique et une évaluation de son implantation. Donc, comme David l'a mentionné, je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Je suis directrice de l'équipe de recherche violence conjugale qui est au sein du RIVE et je suis aussi membre chercheuse du pôle d'expertise santé bien-être des hommes. Je vais laisser mon collègue Normand et Gian se présenter, puis je poursuivrai là, notre introduction. Oui, alors Normand Brodeur, aussi professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, membre de l'équipe de recherche en violence conjugale également. Et puis, je m'intéresse aux questions qui touchent l'intervention auprès des hommes qui ont des comportements violents depuis déjà plusieurs années. Bonjour tout le monde, Jihan Sayed, étudiante à la maîtrise en travail social. Depuis septembre 2022, j'ai travaillé sur ce projet avec Valérie et Normand. Je suis travailleuse sociale depuis une vingtaine d'années. J'ai exercé plus de 18 ans au Liban en tant que travailleuse sociale, gestionnaire de 3 centres d'hébergement. Et mon sujet de recherche dans le cadre de mon mémoire pour l'obtention de la maîtrise, c'est autour du travail auprès des hommes auteurs de violences conjugales. Donc, nous allons vous entretenir aujourd'hui de la systématisation du modèle logique du programme Living Without Violence, qui est un programme qui a été mis sur pied dans le contexte de la pandémie et qui a été d'abord mis sur pied dans les Laurentides et ensuite implanté dans d'autres régions. Le projet de recherche a été financé par le pôle d'expertise santé
bien-être des hommes et a bénéficié aussi d'une subvention du programme MITAX Accélération avec l'appui du CHSSN, donc le Community Health and Social Services Network, ainsi que du soutien financier de l'équipe violence conjugale et du Centre Rêve. Donc aujourd'hui, on va vous faire une première mise en contexte du projet. On va ensuite suivre une présentation classique, la méthodologie, les résultats et la discussion. On va interchanger l'animation du webinaire entre nous trois et je passe sans plus tarder d'ailleurs la parole à mon collègue Normand. Parfait, merci Valérie. Alors, juste peut-être pour vous mettre un petit peu en contexte, il y a des programmes pour les auteurs de violences au Québec là, depuis une quarantaine d'années. Principalement, c'est des programmes qui sont basés sur l'intervention de groupe en présence. Historiquement, c'est des programmes qui ont eu quand même une certaine difficulté à rejoindre la clientèle anglophone en dehors de la région de Montréal. À Montréal, il y a un organisme, là, entre autres, de programmes là, depuis longtemps qui offre des groupes pour les anglophones. Il y a aussi une clinique sur la violence familiale à l'Université McGill qui dessert cette clientèle-là. Mais à l'extérieur de Montréal, c'était plus difficile, entre autres, de rejoindre une masse critique suffisante là, pour organiser, tenir des groupes en présence. Alors, la pandémie a amené plusieurs programmes à travers le monde, parce que ces programmes-là n'existent pas seulement au Québec, mais donc à travers le monde, la pandémie a amené les programmes à innover puis à mettre en place des interventions à distance pour les hommes qui sont auteurs de violences conjugales. Alors déjà, un petit peu avant 2020, il y a quelques documents qui nous parlent d'expérimentation, d'intervention en ligne avec ces personnes-là, mais très, très peu là, de documentation là-dessus. Mais à partir de 2020, avec la pandémie, là, il y a une éclosion de réflexion, d'expérimentation. On voit que les gens ont tenté d'adapter à la situation de pandémie et de dire, est-ce qu'on peut faire ces interventions-là en ligne à distance? Alors, l'évaluation de ces programmes-là, elle est dans son enfance. On a encore très peu de données publiées là-dessus. Souvent, il va y avoir des réflexions sur l'acceptabilité de ce type d'intervention-là ou sa recevabilité. On a encore assez peu de choses, mais il y a quelques évaluations là, qui commencent à apparaître là-dessus. Chose certaine, on prête des vertus potentielles à des interventions en ligne auprès des hommes qui sont auteurs de violences conjugales. Donc, une première vertu serait de pouvoir rejoindre des hommes qui vivent dans des régions éloignées ou qui sont dispersés sur des grands territoires. Ça serait aussi une vertu de leur faciliter l'accès au programme à partir de leur foyer ou de où ils se trouvent, en fait, là, quand ils sont à distance. Alors, au début, la question, c'était de dire, est-ce qu'on peut faire de l'intervention à distance avec ces hommes-là? Ce qui apparaît maintenant, c'est que la réponse, c'est oui, on peut le faire. Par contre, la littérature souligne aussi qu'il y a des enjeux à ce type d'intervention-là. Donc, des enjeux liés à l'accès des participants à la technologie. D'avoir des conditions requises aussi pour assurer la confidentialité des discussions entre les hommes, assurer la sécurité des partenaires des participants. Alors, par exemple, s'assurer que dans l'intervention, quand il y a une situation où il y a de l'anxiété ou de la colère, que ça ne se traduise pas par de la violence, que l'intervenant ou l'intervenante ne serait pas capable de récupérer et de calmer à distance l'homme qui serait excité ou activé là, par le contenu des discussions.
Un autre enjeu peut être autour de la profondeur des échanges en groupe et la possibilité d'avoir de la confrontation entre les pairs. Avoir accès aussi au vécu vraiment intime de la personne ou même au non-verbal hein, pour vraiment comprendre ce qui se passe chez le participant. Alors, certains disent ben, que l'intervention à distance, ça nuit à l'accès au non-verbal. D'autres disent qu'au contraire, comme la personne est bien cadrée dans la caméra, on a plus facilement accès à ses émotions, l'expression de son visage. Finalement, il y a des enjeux aussi qui sont liés aux ressources requises pour mener ces programmes-là, donc avec des plus petits groupes que ce qui se fait parfois en présence et avec un soutien individuel plus intense aussi auprès des participants. Alors, le Québec n'a pas échappé donc à ces questionnements-là et à ces expérimentations-là d'intervention en ligne. Et le programme dont on vous parle aujourd'hui, Living Without Violence, est un des produits, un des dérivés de ces expérimentations-là. Comme Valérie l'a mentionné tantôt, le programme a été mis sur pied là, en 2021 dans le contexte de la pandémie par trois organismes, Four Corners, le CHSSN dont Valérie a parlé tantôt, et les organismes Paix et Accro dans les Laurentides. Alors, après une première expérimentation dans les Laurentides, le programme a été déployé dans d'autres régions du Québec, entre autres la Montérégie, l'Outaouais et Québec. Et notre objectif à nous, c'était d'arriver à systématiser un petit peu le modèle qui émergeait de ces expérimentations-là et d'évaluer l'implantation dans deux régions, donc les Laurentides et l'Outaouais. Donc, le projet était en deux phases. La première étape étant la systématisation du modèle logique. Qu'est-ce qu'on veut dire par systématisation du modèle logique? En fait, il s'agit de faire une description détaillée des ressources dans le programme. Par exemple, on peut penser aux ressources humaines, simplement, des composantes du programme. Bon, par exemple, une intervention de groupe avec tant de personnes, avec des modules, et de ses résultats. Donc, il s'agit de faire un portrait global du programme, global mais assez détaillé en même temps, et de voir l'articulation logique entre les différentes composantes du programme, en fait, pour s'assurer de la logique. Si on veut produire certains résultats, est-ce que notre programme, logiquement, nous mène à ça? Donc, pour faire cette première étape-là, on a procédé à une analyse de la documentation. En fait, il y avait plusieurs éléments d'information sur le programme. Par exemple, le cahier de charge qui était produit par le CHSSN, Accro et Four Corners. On avait différents documents de travail. On avait des descriptions, des présentations qui avaient été faites du programme. On avait le matériel d'intervention utilisé dans le programme. Puis on avait des notes de rencontre de travail. Donc, on a fait une première analyse de cette documentation-là. Et ensuite, on a complété notre analyse préliminaire issue de la documentation par une entrevue de groupe avec les trois concepteurs du programme, Pierre Lheureux du CHSSN, Steve Mimo de Accro et Conrad Popko de Four Corners, qu'on remercie d'ailleurs aujourd'hui pour leur contribution. Donc, cette entrevue de groupe-là a permis une première validation de notre analyse de données, de mettre en contexte aussi certaines informations qu'on avait relevées et évidemment de compléter là, certaines informations manquantes. Donc ça, cette première partie-là, on a fait ça à l'été 2023.
Dans la deuxième étape, on a procédé à une évaluation d'implantation. Qu'est-ce qu'une évaluation d'implantation? C'est souvent une des premières étapes, un des premiers types, d'évaluation quand un nouveau programme émerge. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le programme fonctionne comme il est supposé de le faire. Donc, est-ce qu'il se déroule comme prévu? Et pourquoi on veut savoir ça? Ben, comme c'est un nouveau programme, on veut voir s'il y a des ajustements éventuels à faire avant de le déployer, donc comme c'était anticipé avec Living Without Violence. Donc, ce n'est pas une évaluation de l'efficacité du programme. Vous allez voir, on a posé là, quelques questions sur les effets perçus, mais on n'est vraiment pas là, dans une logique d'évaluation des résultats de l'intervention. Alors, comment on a procédé? On a fait des entrevues avec 8 participants, donc 8 hommes qui ont complété le programme Living Without Violence, 5 qui venaient de la région des Laurentides et 3 qui venaient de la région de l'Outaouais. Les entrevues ont été de 30 à 45 minutes et portaient sur l'expérience des hommes dans le programme, leur perception des différentes composantes du programme, par exemple la durée, la structure, les activités, les forces, selon eux, les forces du programme, ce qu'ils ont apprécié et les pistes d'amélioration. Et comme je le mentionnais, on leur a aussi posé des questions sur les effets qu'ils avaient perçus chez eux, donc les bénéfices qu'ils en ont retirés. On a également réalisé 4 entrevues avec des intervenants-intervenantes, donc 2 dans la région des Laurentides et 2 dans la région de l'Outaouais. La durée était à peu près semblable, 30 à 45 minutes et sur les mêmes thèmes. Donc, vous allez voir, on a fait une analyse par groupe de répondants, donc les points de vue des hommes et ensuite les points de vue des intervenants-intervenantes. Et d'ailleurs, on va vous présenter les résultats en suivant les phases. Donc, dans la présentation des résultats, on va vous présenter ce qui émerge du modèle logique et ensuite le point de vue des hommes et le point de vue des intervenants-intervenantes. Et on vous présente les résultats selon chaque composante, justement, du programme. À commencer par les objectifs du programme Living Without Violence. Donc, vous avez à gauche, en bleu plus foncé, les objectifs du programme qui ont émergé de l'analyse de la documentation. Donc, premier objectif, mettre fin à la violence, donc assez clair. Deuxième objectif, amener les hommes à ce qu'ils assument la responsabilité de la violence qu'ils ont exercée. Et ensuite, on va dans des objectifs un peu plus d'analyse ou de compréhension, donc comprendre les motifs pour lesquels ils utilisent la violence, être en mesure d'écouter autrui dans une situation de tension, de conflit sans recourir à la violence. Donc, on est plus dans les habiletés interpersonnelles et de communication. Et objectif aussi d'identifier les émotions. Donc, c'était les 5 objectifs qui émergeaient de l'analyse de la documentation. Vous avez 2 objectifs en italique. Donc, développer le réseau social des hommes et que les hommes connaissent mieux les ressources qui sont offertes à eux. En fait, ça, c'est 2 objectifs qui ont été ajoutés, si on peut dire, lors de l'entrevue de groupe avec les concepteurs du programme. De façon générale, les objectifs, là, surtout les premiers, rejoignent les objectifs des programmes pour auteurs de violences conjugales, les programmes francophones. Donc, particulièrement, là, mettre fin à la violence, assumer la responsabilité des comportements exercés.
Si on regarde maintenant du point de vue des participants eux-mêmes, de leur perspective, quels étaient les objectifs du programme? Donc, et là, vous voyez tout de suite un ajustement de langage. Donc, c'est dans leurs mots. Donc, un premier objectif, vivre sans violence le plus possible, pour reprendre l'expression d'un homme. Apprendre à s'auto-contrôler, apprendre à gérer des conflits, comprendre sa violence, améliorer la communication et s'engager dans une démarche de changement. Donc, on voit quand même des liens avec les objectifs du programme, mettre fin à la violence, vivre sans violence. On voit des liens aussi avec comprendre sa violence, des liens avec les habiletés interpersonnelles. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est la responsabilisation. Donc, ça, ce n'est pas mentionné. On ne voit pas non plus là, les deux ajouts que les concepteurs du programme avaient faits par rapport au réseau social puis à la connaissance des ressources. À droite, totalement, vous avez les objectifs perçus par les intervenants-intervenantes qui ont animé le programme. Donc là, encore, on revient, ce qui est cohérent, arrêter la violence, reconnaître la violence, favoriser la responsabilisation. Donc là, ici, on a cet objectif-là qu'il n'y avait pas chez les participants. Et on a aussi reconnaître les émotions, améliorer la communication. Donc, ce qui rejoint un peu les objectifs plus généraux là, liés aux habiletés interpersonnelles de communication, particulièrement dans la gestion de conflits. Donc, généralement, on voit une cohérence entre les objectifs du modèle logique et la perception des participants et des intervenants-intervenantes. Il y a peut-être l'objectif de responsabilisation. Il n'a pas été mentionné par les participants et chez les intervenants-intervenantes, c'est une seule personne qui a fait référence. Donc, peut-être que cet objectif-là aurait avantage à être priorisé. Là, on va y revenir à la fin. De façon générale, les participants et les intervenants-intervenantes perçoivent que les objectifs sont atteints. Il y a un participant qui avait une expérience plus négative du programme et qui voyait des effets plus limités. Mais généralement, là, la perception que ces objectifs-là étaient atteints était plutôt favorable. Il y a un intervenant aussi par rapport aux objectifs qui se questionnait. Est-ce que finalement ces objectifs-là sont vraiment en adéquation avec les objectifs des participants qui arrivent dans les groupes? Au niveau de la clientèle cible, donc, ce qui émerge de l'analyse de la documentation puis de l'entrevue de groupe avec les concepteurs, c'est que c'est un programme qui s'adresse à des hommes adultes d'expression anglophone, sans égard à la nationalité, à l'origine ethno-culturelle, à l'orientation sexuelle. Dans les critères, il y a un critère d'une reconnaissance minimale de la violence exercée parce qu'on s'attend que cette reconnaissance-là progresse dans le programme, donc elle est dite minimale au départ, et qu'il y ait une adhésion minimale aux objectifs finalement du programme. La clientèle, elle est soit orientée par des ressources du système judiciaire, ou du système de la santé des services sociaux ou d'autres organismes communautaires, ou encore elle est volontaire. Donc, dans un même groupe, vous avez des hommes qui ont une contrainte légale à participer au programme et des hommes volontaires. Encore là, ça rejoint le portrait des groupes pour hommes de langue française. La seule particularité peut-être qui a été soulignée par les concepteurs du programme dans l'entrevue, c'est que la clientèle peut-être de Living Without Violence est un peu plus issue de l'immigration. L'anglais n'est pas toujours leur première langue, leur langue maternelle. Souvent, ça peut être la deuxième ou la troisième langue même.
et que leur parcours migratoire peut amener là, différents facteurs de risque. Bon, sur le plan, par exemple, des revenus ou encore des conflits de valeurs avec la société d'accueil et l'isolement. Donc, voilà. Du point de vue des participants, on avait dans nos 8 participants, on avait 5 participants qui étaient volontaires et 3 participants qui avaient une contrainte légale à participer au groupe. Généralement, les personnes volontaires étaient en adéquation avec les objectifs poursuivis, donc adhéraient aux objectifs du programme. Les 3 hommes ayant une contrainte légale avaient peut-être plus des motivations externes. Donc, les motivations étaient plus, par exemple, d'éviter la perte de leurs enfants, de la garde de leurs enfants ou vouloir la regagner. Sur le plan de la reconnaissance de la violence, il y a 2 participants qui reconnaissaient un peu moins la violence exercée et c'est intéressant de noter que c'est 2 participants qui étaient volontaires et non pas contraints. Généralement, les besoins qu'ils exprimaient là, étaient liés quand même à la violence ou beaucoup à la gestion des émotions. Du point de vue des intervenants, les intervenants ont l'impression que le programme rejoint la clientèle qui est ciblée et confirme un peu ce que les concepteurs du programme nous ont dit, c'est-à-dire que c'est des hommes principalement issus de l'immigration, une grande diversité sur le plan de l'origine ethnoculturelle, également des hommes issus des Premières Nations, profils socio-économiques plus défavorisés, voire beaucoup de pauvreté. La clientèle de l'âge, la cible était à peu près entre 25 et 50 ans, quoique il n'y a pas de critères d'âge. Outre être majeur, il n'y a pas d'âge maximum dans le programme. Pour la suite, je vais passer la parole à Gianne qui va plus vous présenter, elle, l'articulation entre les composantes du programme. Alors, on passe maintenant de parler plus sur la logique d'action du programme et plus particulièrement les fondements théoriques et les sources d'inspiration. Les fondements, selon la consultation des documentations du programme, se basent et se reposent sur l'expérience professionnelle et les pratiques des concepteurs et qui ont intégré des approches éclectiques et adaptatives qui répondent aux besoins spécifiques des hommes et des participants. Mais les principales approches utilisées dans le programme Living Without Violence ça relève de l'approche humaniste, l'approche motivationnelle, cognitive, comportementale, l'entraide et la confrontation par les pairs et le soutien par les pairs parfois, et l'approche féministe. Lorsqu'on a fait la deuxième étape de l'évaluation et les points de vue des participants, on a pu relever que les participants ont plus parlé de l'impact de la diversité des sexes et l'âge des intervenants qui enrichit les perspectives et améliore la dynamique du groupe et la communication et les perspectives, d'avoir plusieurs perspectives, non pas c'est parfois parce que les intervenants sont hommes et femmes ou bien 2 hommes, mais ça enrichit la participation et les perspectives des hommes. De même, ils ont apprécié le rôle et la présence féminine, mais il y a toujours des points divergents dans un des participants. Il a un peu évalué que cette présence féminine a comme entravé sa capacité de communiquer, de se sentir à l'aise et de participer au groupe, mais pourtant il a continué, il a complété le programme. Du point de vue des intervenants, les intervenants ont souligné que le programme se base sur les expériences des concepteurs et le programme dans sa version française et l'expérience professionnelle. Ils ont parlé plus des 2 approches qui est plus sensible aux besoins des hommes et motivationnelle, cognitive, comportementale.
Et ils ont en plus souligné que le programme, il adopte une posture plus ouverte, animée par une interaction directe et significative avec les participants les intervenants cherchent toujours à encourager la participation et le partage des participants et encourager c'est pas la confrontation, mais comme l'entraide, les partages d'expériences et comment on peut profiter de l'expérience de d'autres participants pour améliorer et pour reconnaître notre comportement violent. Comment se passe le processus d'orientation de la clientèle vers le programme Living Without Violence? Le processus se base sur le principe de l'initiative volontaire. Les concepteurs insistent sur le fait que l'homme lui-même, il doit appeler pour demander l'aide. C'est lui qui doit faire la demande. Dans des cas exceptionnels, c'est la conjointe qui peut appeler, mais il faut que l'homme lui-même, il relance et il prend l'initiative et il appelle pour demander l'aide. C'est caractère volontaire du service, même s'il y a une contrainte légale, mais c'est lui qui doit appeler pour faire l'évaluation. En plus, la particularité du programme Living Without Violence, c'est la centralisation des références. Pour faciliter, comme les participants, ils sont un peu, qui viennent de différentes régions, qui sont un peu dispersés dans les régions, que ce soit les Laurentides ou l'Outaouais. Il y a des centres et des organismes qui prennent les références, ils font les analyses et après, ils accompagnent le participant pour être dirigé, intégré au groupe d'intervention. L'accueil et l'évaluation. L'accueil l'accueil initial, l'évaluation initiale se fait en 3 étapes, si on peut dire. Il y a les 2 rencontres initiales. La première rencontre, c'est juste pour présenter, expliquer le programme, évaluer les besoins et la situation du participant et partager les questionnaires en ligne pour que le participant il répond au questionnaire d'évaluation. Une deuxième rencontre sera assignée pour analyser avec le participant, discuter des résultats et fixer les objectifs individuels. Il se peut parfois, ça se base à la demande et aux besoins du participant que l'intervenant, il peut aller pour une 3e rencontre en fonction des besoins et de la particularité, juste pour mobiliser, renforcer la motivation et la demande chez le participant. Pour les critères d'intégration, alors pour que ce participant puisse intégrer le groupe et commencer le programme, il y a des critères d'intégration qui sont là, comme on a vu dans les objectifs, il y a une minimum de reconnaissance des comportements violents et une motivation au changement. Loin de ces 2 critères, le participant, il peut être, et l'intervenant, s'il estime ou il évalue que le participant n'est pas encore prêt à s'engager dans ce travail sur soi-même, il peut l'orienter vers d'autres ressources pour l'aider à se mobiliser, à travailler sa motivation, à plus reconnaître ses comportements pour par la suite, après intégrer le groupe. Il y a une particularité dans la région de l'Outaouais, pour ces hommes qui ne reflètent pas ou bien qui ne répondent pas aux critères d'intégration, ils sont intégrés dans un groupe préparatoire de 4 séances, là où ils peuvent partager leur expérience et travailler des questions sur la violence en général pour par la suite intégrer le groupe et le programme Living Without Violence. Selon les intervenants,
eux-mêmes, lorsqu'on a fait les rencontres avec les intervenants, on a pu soulever que ce processus d'accueil et d'évaluation est adopté par les intervenants et que les critères de participation, que ce soit pour la reconnaissance et la volonté au changement, sont de même adoptés par les intervenants. Et il y a des intervenants qui sont plus dans une approche plus humaniste pour intégrer les hommes, pour être ouverts d'avoir plus de participants, mais carrément après 2 ans de l'implantation, ça a devenu un peu collé aux critères d'intégration. S'il y a une non-adéquation au programme et aux objectifs de programme, il y a la référence, comme de même les intervenants ont mentionné ça. Et en plus, par la pratique et l'expérience, les intervenants ont ajouté un autre critère pour l'évaluation avant que le participant intègre le groupe, c'est juste évaluer avec lui l'accessibilité. Comme parfois, il n'y a pas tous les participants qui ont les outils informatiques, que ce soit un ordinateur ou bien la connexion à Internet. C'est juste évaluer l'accessibilité et si le participant il est bien occupé pour qu'il puisse intégrer facilement et avec fluidité le programme. Bien sûr, comme on parle des séances en ligne, et bien sûr qu'il va y avoir un contrat et règles pour gérer le groupe. Selon la documentation, OK, merci. Selon la documentation, le contrat et les règles de groupe sont plus centrés sur l'objectif de ce contrat, c'est pour favoriser et renforcer la responsabilisation et l'appropriation des participants. Le contenu du contrat, c'est juste base sur le respect de la ponctualité, les principes de respect des participants, des intervenants et le respect de la confidentialité. Il y a des exigences comme technique que le participant, il doit avoir son caméra en tout temps ouvert, il doit avoir un casque écouteur pour ne pas comme il y a un partage des informations et des expériences personnelles, que ça soit pour respecter la confidentialité et la vie privée des autres participants pour qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont accès à écouter ce qui est partagé durant les rencontres. Et en plus, dans le contrat, il est mentionné les critères d'exclusion. Et les critères d'exclusion sont plus en lien avec, par exemple, si le participant ne fait pas les devoirs et les exercices ou bien qu'il rate les rencontres à 3 reprises, ça veut dire une exclusion directe du programme. Et en plus, il y a les mesures de sécurité, de s'assurer d'où le participant il rejoint la rencontre. Est-ce que sa famille, il est loin de sa famille, loin de sa conjointe? Est-ce qu'il est sur l'autoroute? Parce que parfois, il y a des participants qui nous ont dit qu'ils rejoignent les rencontres sur leur temps de travail ou sur le temps de déplacement du travail vers leur domicile, c'est juste assurer de leur sécurité et ainsi de la sécurité de la famille et de la conjointe. Les participants ont une bonne compréhension. Les témoignages des participants ont reflété une bonne compréhension des règles et du respect de ces règles. Ils ont même nommé tous les aspects du contenu, que ce soit la ponctualité, le respect d'autrui, le respect envers l'intervenant, le respect de la confidentialité, et qu'ils ont une expérience positive. Ils voient que le contrat et les règles du groupe, le respect du temps accordé pour chacun, ça favorise la participation et le partage des expériences entre eux. Du côté des intervenants, on a remarqué que les intervenants ont parlé de comment ils ont
par l'expérience, ils ont renforcé les règles du groupe et comment ils adoptent ces règles et comment ils peuvent parfois adapter ces règles. Parfois, il y a des flexibilités, mais plus maintenant, c'est plus un peu dans la rigueur juste pour conserver et respecter l'esprit du programme. On passe maintenant sur la structure du programme, comment ça est structuré. Le programme est structuré pour offrir aux participants un soutien holistique et personnalisé, comprenant des rencontres de groupe ainsi que des séances individuelles. Les rencontres de groupe se font sur 20 séances avec la possibilité d'ajouter 5 séances supplémentaires en fonction des besoins des participants et des besoins spécifiques des participants. En parallèle, il y a les participants bénéficient des rencontres individuelles avec les mêmes intervenants organisés après chaque 4 séances de groupe. Et le but de ces suivis individuels, c'est juste pour avoir un suivi de même personnalisé. Avec ces séances, on peut évaluer la progression personnelle du participant, renforcer la responsabilisation, la motivation et à travailler des objectifs individuels qui parfois ne peuvent pas être toujours évalués, travaillés dans les séances de groupe. Et ces séances individuelles sont accompagnées par des devoirs ou par des exercices et par des réflexions que le participant doit faire a priori avant les rencontres individuelles. Les rencontres, un peu, il y a comme c'est le soutien, comme le soutien hors du programme. Si on peut dire, parfois il y a des situations de crise, les intervenants sont toujours présents pour accompagner, pour répondre aux appels d'urgence des participants, pour les soutenir dans des situations de crise, pour les écouter, pour être à leur écoute. Si on peut passer pour l'autre. Et en plus, ces rencontres individuelles ou ces rencontres hors du programme, ça sert à évaluer la satisfaction des participants pour voir leur progrès. Lorsqu'on a rencontré les participants, ils ont tellement apprécié et parlé de leur satisfaction en lien avec la durée des rencontres, avec la disponibilité des intervenants et comment la structure qui est un peu, qui facilite la participation et les échanges, ils ont tellement apprécié cette modalité et même la modalité en ligne qui a aidé et qui a favorisé la réconciliation entre des exigences et l'engagement professionnel et vie familiale et pour ne pas se déplacer pour des trajets un peu loin de leur domicile pour accéder à ce service. Mais pourtant, les participants, ils ont souligné un peu des défis en lien avec la structure semi-ouverte du programme. Le programme, c'est la structure que c'est à n'importe quel moment un nouveau participant, il peut intégrer le groupe. Il y a des participants qui ont dit que c'est correct, ça ne pose pas problème, mais il y a deux autres, ils ont un peu ils ont parlé un peu des contraintes liées à la confidentialité, il y a je dois parler des expériences tellement personnelles et privées devant quelqu'un qui intègre nouvellement le groupe, après qu'il soit adapté avec d'autres personnes. Mais c'est le rôle des intervenants qui aident les participants à comment se sentir et s'améliorer avec le temps. Du côté des intervenants, eux-mêmes, ils ont évalué que la durée des séances est tellement satisfaisante, on va parler par la suite sur la durée des séances, et que le programme, il est tellement la flexibilité du programme. Il y a des 20 séances, mais il y a des blocs, des thèmes qui sont tellement stables et fixes, mais il y a des thèmes qui peuvent être changés dépendamment ou choisis par les intervenants dépendamment des besoins des participants.
et que le rôle des intervenants vers l'orientation vers d'autres ressources et communautaires s'il y a des besoins plus spécifiques pour les participants et le soutien dans les cas d'urgence hors des heures, hors des séances du groupe. Parce que les hommes, ils passent parfois par des situations de crise et ils ont besoin de parler. Alors, même les intervenants, ils ont apprécié, ils ont dit que cette disponibilité aide les hommes à persévérer dans leur démarche et dans le chemin de responsabilisation. Les thèmes et les activités et comment ça se déroule, les activités. Le programme Living Without Violence, les documents, on a vu qu'il y a 50 blocs de séances. 50 blocs, ça veut dire 50 séances avec des thèmes et des sujets diversifiés. Et qu'il y a des devoirs hebdomadaires et des outils en ligne comme des vidéos, des exercices en ligne comme les participants ils peuvent accéder à ces ressources et que ce processus et ces thèmes sont tellement dynamiques et il y a que les intervenants ils peuvent avoir choisir les 10 premières séances sont tellement centrées sur les questions en lien avec la violence, la communication, mais les autres thèmes, ils peuvent être diversifiés dépendamment des choix des participants et des besoins des participants. Du côté des participants, ils ont apprécié la fluidité des informations et l'accessibilité des outils. Il y a des participants qui ont parlé un peu que parfois ils ont eu des difficultés à accéder aux outils, mais que les intervenants étaient là pour les accompagner, pour les soutenir à comment accéder à ces outils en ligne et comment expliquer comment le processus se fait pour accéder à ces outils. Les participants ont souligné un peu les aspects un peu répétitifs et monotones, particulièrement en ce qui est en lien avec les devoirs et les exercices. Et ils ont souhaité qu'il y ait un changement, qu'il y ait une amélioration dans les exercices. Et en plus, un des participants, il a exprimé si c'est possible de rendre le programme ouvert et flexible et avoir des femmes qui joignent le groupe qui parle de la violence conjugale. Du côté des intervenants, les intervenants, ils trouvent que les outils disponibles et les thèmes sont diversifiés et cohérents et que la structure de programme est cohérente. En plus, ils parlaient que les outils, que ce soit les exercices, les devoirs, les vidéos disponibles sur les plateformes de l'organisme ACROC en français et en anglais, ça aide les participants à avoir accès à des outils diversifiés. Ils ont apprécié l'adaptabilité et la flexibilité et qu'ils ont cette flexibilité et cette capacité d'adapter les comptes, c'est pas le contenu, mais le choix des thèmes à travers les 50 blocs qu'on a mentionné avant, que pour répondre aux besoins des participants. Pourtant, ils ont suggéré d'ajuster les devoirs et les questions, de faire comme une évaluation, une revue de ces exercices pour avoir une diversité des exercices, diversité des devoirs pour éviter la monotonie et pour éviter la répétition dans ces exercices-là. Quant au rôle et tâches des animateurs, les intervenants assument plusieurs responsabilités
essentiel pour animer les séances de groupe et pour promouvoir le programme Living Without Violence. Il assure l'animation des séances de groupe et d'une façon dynamique et respectueuse et favorise la participation des participants. Il rédige des rapports d'évolution pour individuels et des séances du groupe qui permettent à faire un suivi continu et structuré de l'évolution et du progrès du programme et des participants en même temps. Il planifie et il prépare en coordination entre les intervenants avec le support clinique, les contenus, le choix des séances et la préparation pour toutes les séances de groupe. Il gère des tâches administratives et coordonne avec d'autres ressources pour assurer le bon déroulement du programme. Et à travers les rencontres individuelles, ils évaluent le progrès des participants et comment ils peuvent ajuster les objectifs personnalisés des participants et l'intervention d'eux-mêmes. Et ils contribuent à la promotion du programme à travers la participation à des événements, à des collaborations, à des colloques ou par la formation. Les participants eux-mêmes, ils ont valorisé et apprécié les compétences des intervenants, leur disponibilité, l'environnement qu'ils favorisent tout au long des séances et tout au long du programme. Ils sont reconnaissants de la disponibilité et la diversité des perceptions qu'ils peuvent avoir de la part des intervenants. Quant aux intervenants, ils ont identifié les qualités que les intervenants doivent avoir des qualités d'écoute, de disponibilité et de l'empathie envers les participants et de capacité à gérer et à animer les séances d'une façon fluide et favorisant la participation des participants. Et en plus, ils ont souligné l'importance de la formation continue ainsi que le soutien clinique qui a été apporté pour eux tout au long du programme et à travers les concepteurs du programme Living Without Violence. Merci. Alors, je vais prendre le relais pour la suite. Alors, une dernière dimension du modèle logique d'un programme, c'est toujours de voir un petit peu là, les ressources financières, humaines et matérielles là, qui sont nécessaires pour la réalisation du programme. Donc, en termes de ressources, ben, ce programme-là, c'est une collaboration tripartite, donc entre le CHSSN et ses organismes partenaires et les organismes là, du réseau À Cœur d'Homme, donc des organismes qui offrent des programmes en français, donc qui se joignent au CHSSN et à ces organismes pour offrir des services en anglais. En termes de personnel, c'est des structures qui sont quand même assez légères. C'est deux intervenants qui sont consacrés, qui sont dédiés à ce programme-là dans chaque région, qui consacrent chacun à peu près une dizaine d'heures par semaine. Il y a une formation qui est donnée à ces intervenants, ces intervenantes-là, de 30 heures à raison de 3 heures par semaine. Et il y a aussi une supervision là, qui a lieu pendant un minimum de 6 mois des différents intervenants qui sont engagés. Alors, donc, les intervenants nous ont dit qu'ils appréciaient le soutien opérationnel et clinique qui leur est fourni dans le cadre du programme. On note aussi qu'il y a eu recours à des expertises externes pour certains aspects, comme la production de vidéos. Comme Jeanne l'a expliqué tantôt, les blocs qui sont d'activités qui sont faits de façon autonome par les participants, ben, c'est des vidéos, c'est des présentations qui leur sont faites. Alors, il a fallu que le programme ait recours à des entreprises de production vidéo pour les aider là-dessus, également pour la traduction de ce matériel-là.
On va passer à la suivante. Donc, pour les pistes, en fait, pour le programme, ouais, attends. Peut-être aller à la fin, Valérie, parce que je vois le temps qui passe. Oui, merci. Donc, en fait, ce qui était dans notre objectif, c'était de voir un petit peu là, le modèle logique du programme. Souvent, quand on met sur pied un programme, on n'a pas le temps de tout organiser, de tout planifier. On fait ça par étapes et ça prend un moment pour consolider l'information. Alors, on pense que notre travail là, de recherche a permis de faire ce travail de consolidation-là. Donc, on avait assez d'informations à compiler pour le faire. On voit que le programme a une structure distinctive qui est relativement cohérente. Bien sûr, il y a des choses qui sont ajustées, qui sont améliorées, comme dans n'importe quel programme. Et ce que nous, on a fait, dans le fond, c'est prendre une photo du programme dans le temps, mais on sait que les intervenants, les intervenantes, les personnes qui sont derrière le programme ont continué la réflexion et continuent, là, sont dans un processus d'amélioration continue. Donc, on constate que le programme il a été implanté, il a été mis à l'essai. Les partenaires qui sont à l'origine du programme ont fourni les ressources et le soutien nécessaires pour le développement du programme. C'est un programme qui rejoint des hommes qui n'auraient pas été rejoints par des programmes traditionnels. Donc, ça fait partie des forces. Ceci dit, il y a des choses qui, dans une perspective d'amélioration continue, peuvent être améliorées et réfléchies davantage. Donc, au niveau des fondements théoriques, par exemple, on note qu'ils sont assez peu formalisés. Hein. C'est beaucoup basé sur l'expérience des concepteurs du programme. C'est une approche qui est très éclectique, qui est adaptative aux besoins des hommes, mais c'est parfois difficile là, de mesurer jusqu'à quel point tous ces éléments-là sont transposés dans l'action. Il y a un enjeu de transmission aussi, hein, quand les programmes reposent beaucoup sur l'expérience de certaines personnes, mais comment on peut le transmettre de façon pérenne, là, il y a des enjeux de ce côté-là. Dans les objectifs aussi, ben, on a noté qu'il y a certains objectifs là, qui sont bien intégrés. Valérie en a parlé tantôt. D'autres qui sont peut-être moins bien intégrés, notamment celui de la responsabilisation, qui mériterait d'être travaillé là, de façon plus explicite. On note aussi qu'on est plus dans une perspective de responsabilité prospective, c'est-à-dire d'aider les hommes à éviter des nouvelles situations de violence, mais peut-être moins dans une démarche de responsabilité rétrospective, c'est-à-dire de voir comment ils composent avec les gestes de violence qu'ils ont déjà posés, avec les conséquences de ces gestes-là. En lien avec la littérature aussi, on note qu'il n'y a pas d'objectif explicite qui concerne la sécurité des femmes et des enfants. Comme c'est des programmes qui visent l'arrêt de la violence, on peut penser que les objectifs de sécurité sont implicites, mais ils pourraient être rendus plus explicites là, selon nous. Il y a des objectifs complémentaires que Valérie avait mentionnés qui ne semblent pas être intégrés là, ni par les participants ni par les intervenants. Alors, il faut voir un petit peu si vraiment ces objectifs-là sont centraux et importants. Au niveau des modalités du programme, ben, les séances individuelles, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui permet vraiment d'approfondir les difficultés personnelles. La durée du programme, elle semble correcte. Le nombre de participants par groupe de 4 ou 5 semble aussi correct, même si dans la littérature, on pourrait même aller un petit peu plus. Là, on pourrait aller jusqu'à 6
participants selon certaines études. La durée des rencontres de groupe d'1 heure, même si plusieurs s'en disaient satisfaits, nous, ça nous posait un certain nombre de questions, de savoir si c'était suffisant pour que les hommes puissent vraiment échanger, partager entre eux. Et ça pose la question, est-ce que ces séances de groupe-là, est-ce qu'ils ont vraiment seulement une orientation éducative ou si on veut vraiment amener une discussion de fond et offrir des possibilités d'échange, de confrontation. Si c'est ce qu'on souhaite, il faudrait peut-être allonger un petit peu les séances, même si les intervenants nous ont dit qu'ils étaient flexibles à cet égard-là, puis que ça pouvait parfois déborder. Du côté des blocs thématiques et des devoirs, Gian en a parlé un petit peu. La variété des thèmes, c'est certainement une force. Par contre, il risque d'avoir beaucoup de variations. Si on a une cinquantaine de thèmes possibles pour 20 rencontres, ça veut dire que des fois, il y a des thèmes qui sont abordés, des fois, il y a des thèmes qui ne sont pas abordés. Alors, ça pose des enjeux au niveau de l'uniformité ou de la stabilité du programme. Il y a probablement une réflexion à avoir sur les thèmes qui sont les plus centraux et qui doivent être vus de façon systématique. Aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de variations possibles dans le programme, ça rend l'évaluation à plus long terme plus difficile pour ça. Alors, voilà quelques réflexions qu'on avait par rapport à ce programme-là. Et je vois David qui fait son apparition. Alors, ça marque la fin de notre temps. Et je te laisse la parole, David. Merci. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir partagé les résultats de ce beau programme novateur. Écoutez, c'était vraiment très intéressant de vous entendre. Si vous êtes encore disponible quelques minutes, là, je sais qu'on dépasse un peu l'heure de 13 heures, mais je prendrai quelques minutes pour des commentaires ou questions. Alors, je vous inviterai, là, les personnes qui sont encore présentes, à soit vous lever la main pour qu'on vous donne la parole ou à poser vos questions dans l'onglet clavardage. Alors, si nos conférenciers sont encore disponibles, évidemment, quelques minutes encore. Merci beaucoup. Alors, on aurait une question, une main levée. Alors, je vais vous donner la parole. Donc, un petit instant, j'autorise votre caméra et votre micro. Alors, Kim Rousseau, je vous invite à prendre la parole si vous êtes en mesure de le faire. Alors, Kim Rousseau, je vous invite à prendre la parole si vous êtes en mesure de le faire. Bonjour. Ma question concernait la clientèle cible. Si j'ai bien compris, elle est surtout composée de personnes issues de l'immigration dont l'anglais n'était pas la première langue. J'étais pas certaine d'avoir bien compris si c'était dans les visées du programme de cibler cette clientèle-là ou si c'était ce qu'on remarquait dans la clientèle qui avait participé au programme. La clientèle est issue de l'immigration et pas nécessairement ciblée. La clientèle ciblée, c'est vraiment les hommes dont la langue d'usage est l'anglais. Or, il s'avère que selon les observations, ces hommes-là sont souvent issus de l'immigration, mais pas strictement. On peut penser, par exemple, aux hommes issus des Premières Nations qui viennent pas de l'immigration. Donc, c'est plus un constat fait par les intervenants, les intervenantes sur le terrain. Merci. Puis, si je peux me permettre une sous-question, est-ce que vous vous êtes penché sur cette question-là de pourquoi cette clientèle-là était surreprésentée ou ça n'a pas fait partie de votre recherche? En fait, on peut penser qu'il y a un enjeu de langue. Là, on n'a pas approfondi la question, mais si je vous ramène un peu au début de la présentation, quand Normand a fait l'état ou la mise en contexte du programme, il y a un réseau bien établi pour les hommes francophones à travers l'ensemble de la province. Donc, il y a au moins une trentaine d'organismes dans 16 des 17 régions là, administratives, si je me trompe pas.
Donc, les hommes francophones sont bien desservis. Les hommes anglophones à Montréal ont quelques points de service, mais le problème, c'est à l'extérieur et c'est que la clientèle anglophone est répartie sur l'ensemble du territoire. Donc, on peut penser que les hommes qui immigrent et qui ne maîtrisent pas bien le français se retrouvent davantage ciblés par ce programme-là. Merci beaucoup pour votre question. On aurait également une autre main levée de Conrad. Je m'excuse, je ne peux pas voir tout le nom au complet. Alors, je vais autoriser votre micro et votre caméra un petit instant. Voilà, vous devriez être en mesure de poser soit votre question ou votre commentaire. Conrad, est-ce que vous êtes en mesure de prendre la parole? Peut-être ouvrir également votre micro de votre côté. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Merci, on vous entend bien. Bonjour tout le monde. Oui, moi, je travaille avec Carl, avec 3 groupes dans Laurentians. C'est vrai que c'est ciblé pour les anglophones, mais on est plus en plus les groupes de diversity. On a un groupe syrienne, India, on a le monde de partout. Alors, même si c'est ciblé pour juste les anglophones, on est vraiment un groupe de diversity et ça fonctionne très, très bien. C'est tout. Ben, merci beaucoup pour votre commentaire. C'est bien gentil de votre part. Je regarde un peu, sinon, les questions qu'il y avait par écrit rapidement. On se posait la question 20 rencontres, mais à quelle fréquence? Qu'est-ce qu'une structure semi-ouverte? Pourriez-vous peut-être nous dire rapidement, là, répondre à ces questions plus techniques? Soit Normand, Valérie ou Je pense que ça a été, moi j'ai vu des réponses suivre, c'est une rencontre une fois par semaine et une fois qu'un homme a complété le nombre de rencontres requises, quand il termine, il y a un participant qui peut intégrer. Donc, c'est ce qu'on appelle une structure semi-ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui commence et termine en même temps. Merci Valérie, tu m'excuseras, je n'avais pas vu en effet les réponses. On prendrait peut-être une dernière question une dernière main levée. Donc, Caroline Rioux, je vais autoriser votre micro et votre caméra. Vous pouvez poser votre question si vous êtes en mesure de le faire. Peut-être également ouvrir de votre côté votre micro pour poser la question. Juste un petit instant. Donc là, ça devrait pouvoir fonctionner. OK. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui, je ne sais pas si vous avez précisé l'information en cours de route, mais j'ai cru comprendre que c'était des conjoints qui étaient toujours en relation avec leur conjointe. Ça dépend, mais oui, parfois ils sont toujours avec leur conjointe ou ils sont en phase de séparation, mais qu'ils veulent travailler leur comportement violent. Est-ce qu'il y a de ces participants-là qui étaient auteurs de violences post-séparation? De me souvenir, non, mais c'était plus des conjoints, des hommes qui sont toujours en relation, mais qui veulent travailler leur relation et qui veulent vivre sans violence. Et je laisse Conrad de répondre. C'est là? Oui, on vous entend. Oui, on a le monde qui participait, qui sont obligés à participer à cause de le cours, le DPJ. Alors, ça, c'est le monde qui, des fois, vivent encore avec leur conjoint, des fois, non. Mais aussi, on a les messieurs qui appellent avec une famille qui avait aucune vraiment la violence, mais le monde qui dit « Ah,
des fois, avec mon travail, j'ai moins de patience. J'ai pas toujours la meilleure façon. Alors, il y a des gars qui allaient dans le cours juste pour améliorer la façon de réaliser les émotions et comment communiquer les émotions avec le conjoint. Je comprends, Coral. La question, est-ce qu'il y avait également des gens qui sont en contexte de post-séparation? Mhm. Il y a le monde de chaque niveau. Il y a les personnes qui sont séparées, le monde qui veut, sont obligés à vivre séparément à cause de la DPJ, qui veut retourner éventuellement, et aussi le monde qui sont séparés pour le bon, mais ils ont besoin d'améliorer la façon de communication pour rétablir la communication avec les enfants. Bien, en fait, ma question s'adressait au programme que vous présentez aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça, la réponse que je viens d'obtenir, Conrad travaille pour ce programme? Oui. Oui. OK, d'accord, merci. Parce qu'il me semblait super important que dans un contexte de post-séparation, il y ait effectivement de la violence qui peut se poursuivre. Donc, ça me semblait important que ces pères-là, ces hommes-là puissent avoir accès aussi aux services. Oui, Et c'est le je dirais, pro- oui, c'est la même chose que dans les programmes francophones. Il y a une diversité. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un problème de violence qui soit identifié et qu'il y ait une motivation pour le travailler. Mais les hommes peuvent être à différents niveaux de leur cheminement, soit en post-séparation, en pré-séparation. Il y a une grande diversité là, de ce côté-là dans les programmes francophones comme dans ce programme-là. Parfait, merci. Écoutez, merci pour cette question. On serait rendu à la fin du webinaire. Je m'excuse, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour ce webinaire. Peut-être qu'on aurait pu déborder encore plus longtemps, mais j'ai le souci aussi de respecter l'horaire. Écoutez, si vous regardez dans l'onglet conversation, vous avez énormément de commentaires positifs sur la présentation. Les gens ont vraiment apprécié votre présentation, puis je vous remercie beaucoup. Alors, personnellement, je tiens à vous remercier grandement pour votre présentation, Valérie, Normand, Jeanne. C'était super intéressant de vous entendre. Merci également de mettre en lumière là, les programmes d'intervention pour conjoints ayant des comportements violents qui sont très importants pour intervenir auprès de cette clientèle-là. Donc, merci beaucoup. Puis, merci également de nous présenter une nouvelle avenue pour intervenir auprès, notamment à distance. Donc, c'était intéressant de voir les résultats du programme. Par nos recherches passées, on avait vu qu'il y a beaucoup d'avantages aussi à ces programmes-là, notamment au niveau de l'accessibilité des services, tous les programmes d'intervention à distance. Fait que merci beaucoup d'avoir présenté les résultats de ce projet-là. Écoutez, auriez-vous un mot à ajouter en terminant? Je vous laisserai peut-être la parole si vous souhaitez ajouter un mot là, de votre côté. Ben, merci pour votre participation. Là. Il est 13h10 et merci de votre patience. Je pense que je conclurai là-dessus. Merci. Et merci pour l'invitation à présenter. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, Merci. juste vous dire que on va avoir un prochain webinaire le lundi 2 décembre prochain sous le thème « Soutenir la collaboration entre les pairs et la DPJ ». Alors, perspective croisée des pairs de la DPJ et du milieu communautaire. Je vous invite également là, à participer à ce webinaire qui risque d'être aussi intéressant que la belle présentation qu'on a eue aujourd'hui. Alors, encore une fois, merci beaucoup à vous. Merci à nos conférenciers. Merci à toutes celles et ceux qui se sont joints à nous. Et on vous souhaite une belle journée. Au plaisir.